Là, on va attaquer la troisième partie de cette séance de travail qui est dédiée à la séance plénière. Donc, sur cette séance, on aura l'intervention de l'U, on aura l'intervention d'acteurs de la coopération décentralisée pour essayer de répondre à la question qui est la suivante. Comment faire de la production de logements de masse un déterminant de la ville durable, un démonstrateur pour la production de logements de masse et un invariant des politiques publiques de logement. Merci et merci aux organisateurs et aux partenaires pour cette conférence très réussie. Merci aussi pour le casting des deux tables rondes que nous avons vues. Nous avons appris beaucoup de choses et nous avons la chance maintenant de faire peut-être le point de tout ce qu'on a entendu et tout ce qu'on peut davantage développer ensemble. Alors, le thème ici, c'est très large. On parle des politiques publiques liées au logement et on dit quel est le rapport entre la politique du logement et la ville durable. Bien sûr, le rapport est direct puisque, comme on a cité tout à l'heure, la ville est composée majoritairement de logements. Et surtout, ce qu'on connaît des statistiques, par exemple en France, c'est le logement qui pollue le plus. C'est-à-dire qu'en fait, si on va parler de villes durables et aussi émissions de CO2 ou de gaz à effet de serre, en réalité, c'est le bâtiment qui le fait. Et comme majoritairement les bâtiments sont composés de logements, donc le logement est au cœur de nos enjeux pour la ville durable. Donc ça, c'est la première question. Deuxième question, quel type de logement on fait ? On sait pertinemment qu'aujourd'hui, le logement individuel n'est pas le modèle qu'on doit développer ou assurer. Le pourquoi, c'est parce que le logement individuel renforce l'étalement urbain, puisque ça prend beaucoup plus de place, je veux dire sur le sol, de ce fait, n'est pas compatible avec les objectifs de développement durable. Donc il faut densifier. Densifier jusqu'où ? Alors on a parlé tout à l'heure pour l'Afrique, peut-être il faut monter un peu plus en hauteur, mais jusqu'où on peut monter? C'est ça aussi la vraie question. Donc après, tout est lié à la topographie des sites, tout est lié au paysage autour, tout est lié aussi aux natures des sols et aussi lié au climat en question. Il est évident aujourd'hui qu'on ne peut pas faire des bâtiments d'un seul niveau. Donc si on parle donc j'ai bien lu, il s'agit de logements de masse, parce qu'il faut loger, notamment en Afrique, une population qui grandit avec une dynamique forte démographique, avec une population très très jeune qui, dans 10 ans, vont former des nouvelles familles. Donc il faut loger, doubler, tripler, quadrupler en fait l'offre de logement, notamment en Afrique. Alors comment on peut faire en masse? On a entendu tout à l'heure les difficultés financières. Comment financiariser la ville, durable déjà, et en plus le logement. Alors après, moi j'ai réfléchi, je me dis, mais pourquoi on ne met pas au cœur de ces enjeux les habitants, les citoyens qui sont sur place? Pourquoi on ne développe pas les coopératives qu'on connaissait dans le passé? Parce qu'on a vu avec Ville Vivante des passages où ils nous montraient que quand les personnes construisent eux-mêmes, ça coûte beaucoup moins cher, en fait déjà en France, et ça sera partout pareil, que si c'est fait par un promoteur. Donc si les gens se réunissent ensemble dans des coopérateurs, dans des coopérations, et donc là, du coup, ça veut dire quoi les coopératifs? Donc ça veut dire qu'en fait, ils vont avoir sur coût réel leur logement. Et en même temps, on va avoir une gouvernance collective, on va maîtriser davantage le foncier, on va mutualiser davantage et on va pouvoir faire des logements. Donc c'est la raison pour laquelle moi je me dis, à partir du moment où il y a une très bonne gouvernance, il y a une très bonne planification, les banques ou d'autres partenaires financiers peuvent suivre. Et concernant les banques, aujourd'hui on parle aussi qu'on est en phase de nouveaux changements, on est dans l'ère de changer aussi peut-être le modèle économique mondial que nous connaissons, donc l'espoir est là pour l'Afrique. Simplement pour conclure, je voudrais dire que le logement seul, on ne peut pas le planifier, le logement est dans la planification stratégique d'un pays, d'une ville, d'une agglomération, donc il faut partir des vrais politique globale, parce que quand on fait du logement, il faut réfléchir aussi qu'on va accueillir des personnes. Quelle est la pyramide des âges des personnes qui vont vivre dans ces logements?
Et comment on va construire donc ces quartiers-là avec ces personnes et quels sont aussi leurs besoins en équipement, des écoles ou des crèches ou des hôpitaux ou d'autres modes de transport qu'on doit développer, et y compris pour l'Afrique, hein. C'est-à-dire on ne va pas calquer le modèle ni économique ni de planification stratégique de l'Occident vers l'Afrique, mais l'Afrique en tant que telle a un modèle qui doit développer déjà dans le sens du développement durable et en plus d'une rapidité beaucoup plus soutenu que nous connaissons aujourd'hui. Et donc là, il y a une nécessité d'accompagner à la fois les collectivités territoriales, puisqu'il y a la décentralisation aussi qui est en marche en Afrique. Donc comment appuyer, comment aussi accompagner les collectivités territoriales en Afrique et comment aussi être en conseil et aussi en accompagnement à des directions des ministères en Afrique et pour pouvoir mettre en place une réelle planification stratégique pour l'ensemble de la ville et de son agglomération, à l'échelle de l'aménagement du territoire aussi, et à partir de là, planifier le logement avec des vrais plans locaux d'habitat que nous connaissons en France, qu'aujourd'hui, on a besoin de les développer aussi dans les autres pays. Merci. Merci. Merci beaucoup pour votre intervention. Juste avant de passer la main à l'intervenant suivant, si vous pouvez nous dire 2 mots sur Urbanisme sans frontières, parce que je vous avoue que moi personnellement... Très bien. Urbanisme sans frontières est une ONG qui est basée à Paris, dont la majorité des adhérents sont à l'international. Donc nous avons environ, on compte plus de 10 000 adhérents dans le monde, plus de 5 000 en Afrique. Donc on compte plus parce que tous les jours il y a des adhésions qui arrivent, en sachant que on acte les adhésions grâce au CV. Mais l'adhésion est gratuite pour les pays non OCDE. Donc c'est la raison pour laquelle, bien sûr, je pense qu'on a quand même pas mal d'adhérents, mais en sachant qu'il y a quand même une vérification pour donc adopter nos adhérents. Nos adhérents tous sont des bénévoles, ils travaillent énormément au niveau local et donc on organise beaucoup d'ateliers, beaucoup de groupes de travail dans plusieurs pays. On organise aussi des réseaux puisqu'on a créé une coalition internationale pour la ville et les territoires durables avec nos partenaires, puisque dans la coalition, ce sont des entités. Ce n'est pas que des individus. Donc, on a à la fois des ONG, on a des professionnels, on a des associations professionnelles, on a aussi des collectivités territoriales et aussi des universités. Avec les universités, des laboratoires de recherche, nous développons aussi des nouveaux systèmes de pensée liés à l'urbanité, entre guillemets. Et ce n'est pas que africain, c'est international. On a aussi un Global Urban Think Tank, c'est un think tank qui publie en anglais et en français. Donc tout ça c'est dirigé un peu dirigé par Urbanisme sans frontières. Donc Urbanisme sans frontières, c'est ça. Ce n'est pas qu'une ONG, c'est encore plus comme un mouvement en fait social et écologique, je peux dire, puisque nous avons dès le départ de notre montage de notre ONG en 2004, nous avons ciblé le développement durable comme objectif et donc on est pour la promotion des villes et des territoires durables depuis notre création. Et aujourd'hui, on est très heureux que la ville durable, on en parle. Et on est très fiers que le président de la République de la France a pris ce thème de la ville durable comme thème majeur pour le prochain sommet Afrique-Ville durable dans lequel notre ONG est un partenaire et qui prépare aussi ce sommet depuis déjà 2 ans. Merci. Merci beaucoup, merci. Je passe la main à Moussa Doucouré. Moussa Doucouré, je voudrais avoir votre point de vue du point de vue de la diaspora, et notamment de la diaspora malienne en France, sur la question. Alors, merci beaucoup. Merci les organisateurs, notamment Malianga et le conseil départemental des Yvelines. Moi, mon témoignage, c'est par rapport à l'accès de la diaspora au logement. L'accès à la diaspora au logement, c'est une difficulté parce que depuis plusieurs années, donc, on amène une réflexion par rapport à comment il faut acquérir un logement. Mais puisque c'est le Mali que je connais, le Mali, pour avoir un parcelle, parfois on se retrouve avec 3 à 4 personnes sur les mêmes parcelles. Et avant l'instauration de ces systèmes de logements sociaux,
Aujourd'hui, les logements sociaux, c'est une difficulté majeure par rapport même les démarches individuelles de la diaspora. Puisque quand on prend les pourcentages de taux à l'accès aux logements sociaux, je peux dire que les Maliens de l'extérieur n'ont pas bénéficié. La plupart, c'est, en tout cas, c'est une réseau bien déterminée qui bénéficie à cette réalisation de logements sociaux. Aujourd'hui, il y a le problème des cadences au Mali. Hein. Donc, à travers nos partenaires de coopération décentralisée, depuis plusieurs années, au niveau, hormis Bamako, au niveau des régions du Mali, au niveau des cercles, au niveau des départements, nos maires ou ceux qui sont habilités à faire l'attribution de parcelles, il n'y a pas de transfert de compétences aux maires. Je parle sous contrôle du ministre Maître Traoré. Les difficultés majeures aujourd'hui, pour le retour de la diaspora, on a deux catégories, parce que la première catégorie, les troisième génération, non, la première génération plutôt, qui est à troisième âge, qui sont des difficultés de retourner, parce qu'ils n'ont pas préparé sur le terrain de retour, parce que quand tu n'as pas de toit, tu as des mal à rentrer. Donc, ces personnes aujourd'hui qui sont résidents ici, mais ils ne travaillent pas. Donc, c'était un problème qui était un problème majeur. Et le deuxième aspect, ceux qui sont en activité pour avoir l'accès au crédit bancaire. Parce que tout à l'heure, quand j'ai écouté le directeur de l'Office de l'Habitat du Mali, qu'il dit les crédits taux à zéro. Mais tout le monde sait que ce n'est pas les crédits taux à zéro, parce que le taux de crédit bancaire au Mali, c'est entre 8 et 9%. Et le logement social en question, pour avoir l'accès à logement social, c'est autour de 33 millions. Ça, c'est le prix de l'État. Donc, autour de 33 millions de francs CFA, plus le taux d'intérêt du 9 à 8%, qui revient autour de 50 à 60 000 euros. Ça veut dire que il ne faut pas induire les gens à l'erreur pour dire, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Voilà, les difficultés majeures aujourd'hui. Nous, on s'est dit, quel est l'avenir de système cadence au Mali? Quel est l'avenir des systèmes fonciers, en tout cas au Mali comme en Afrique? Donc, on n'a pas de réponse à toutes ces questions-là. Voilà, c'est une difficulté que, en tout cas, nous, les aspirants, on se confronte tous les jours et puis on ne sait pas quand est-ce que ça va régler. Et moi, je pense que c'est la rencontre d'aujourd'hui, ça permettra, en tout cas, les experts de réfléchir, pas seulement quel type de logement pour les villes villables, mais comment les populations, et surtout les populations de zones arides, pour avoir l'accès, en tout cas, au logement. Merci beaucoup, merci. Et vous évoquez justement les actions que vous menez avec les acteurs de la coopération décentralisée. Donc du coup, je passerai logiquement, je vous passe le micro. Si vous voulez bien vous représenter, Madame Lecoduc, si vous voulez bien vous présenter, et puis après, c'est à vous. Surtout que je ne suis pas Madame Lecoduc. Mais ça, c'est un petit piège pour vous. Bonjour, merci d'abord merci pour l'invitation. Merci d'avoir associé l'Agence française de développement à cette conférence. C'est un plaisir d'être là et je suis toujours ravie de voir autant d'experts réunis sur la question du logement. C'est un sujet qui est important pour nous à l'AFD. Moi, je suis Audrey Guérin-Lapels et je suis la responsable adjointe du service en charge du développement urbain et du logement à l'AFD. En deux mots, juste vous dire, alors je pense que vous connaissez peut-être l'AFD, mais je vais représenter très rapidement. Nous, on est une institution financière qui a pour vocation de financer des projets de développement dans les pays du Sud. Aujourd'hui, le continent africain, c'est la priorité de l'AFD, c'est 50% de nos engagements. Pour vous donner des ordres de grandeur, cette année, c'était 6,5 milliards d'euros qui ont été octroyés
en direction de l'Afrique, et un tiers de ces investissements concernent les investissements en faveur de la ville durable et des infrastructures. Plus spécifiquement, sur ce qu'on fait sur la ville et les collectivités, c'était à peu près dans les 500-600 millions d'euros sur l'année, qui concerne en fait tout le champ des compétences des collectivités, les déchets, la rénovation, l'amélioration des quartiers précaires, l'appui à la décentralisation, les équipements marchands et aussi bien évidemment le logement. Un point peut-être important aussi pour présenter l'AFD, c'est vous dire que l'AFD porte le mandat de l'accord de Paris. Donc nous, on a un objectif que 100% de nos interventions soient alignées sur l'accord de Paris et accompagnent les pays dans la trajectoire de réduction de CO2 à horizon 2050. Et plus spécifiquement même que 50% de nos financements contribuent directement, apportent directement des co-bénéfices en matière de climat, ce qui veut dire contribuent vraiment directement à l'adaptation ou à l'atténuation au changement climatique. Et puis peut-être un dernier point pour vous présenter l'AFD, c'est vous dire que ça fait longtemps, historiquement, l'AFD travaille sur le secteur du logement, et c'est un secteur qui, chez nous, est intégré dans la stratégie ville durable. Ce qui n'est pas neutre, parce que c'est un secteur qui est aussi beaucoup abordé sur un angle financier et sur l'angle des banques et de la problématique du crédit. Mais c'est un secteur que nous, on pousse et on aborde vraiment comme faisant partie de la stratégie de développement de villes durables. Alors, en quelques mots, pour vous donner un peu modestement la vision d'un bailleur ou d'un financeur sur la question du logement, peut-être vous résumer trois principaux enjeux qu'on relève nous. D'abord, vous le savez tous et je pense que vous avez eu l'occasion d'en parler, je ne vais pas revenir sur le volume de la croissance urbaine et de la croissance des villes en Afrique. En revanche, il y a une chose que je voudrais souligner, parce que ça c'est un élément qui est très spécifique, c'est la rapidité de cette croissance. Elle se fait beaucoup plus vite qu'elle ne s'est faite en Europe, elle s'est fait beaucoup plus vite qu'elle ne s'est faite en Amérique du Sud. À titre d'exemple, la ville de Lagos a multiplié par 4,5 sa population en 30 ans. La ville de Paris, ça s'est fait en 150 ans, sur le même volume. Et ça, c'est dans le passé. Les villes africaines vont encore tripler dans les 30 prochaines années. Et cette croissance démographique, qui est extrêmement rapide, et qui pose d'énormes enjeux aux décideurs des villes aujourd'hui, avec d'énormes besoins en production de logements, elle se fait dans dans des cadres nationaux, généralement, où la décentralisation est très faible. Ce qui veut dire que cette croissance urbaine massive, elle arrive et elle est supportée par des villes qui ont, sur un plan réglementaire, assez peu de prérogatives et assez peu de compétences pour être à la manœuvre de leur développement, et surtout, et aussi assez peu de moyens et assez peu de moyens financiers pour accompagner le développement et l'afflux de population qui y arrive aujourd'hui. C'est une question qui est fondamentale quand on parle de développer du logement, parce que ça veut dire que ça arrive dans des villes qui vont avoir besoin de produire des équipements, qui vont avoir besoin de produire des infrastructures, et qui dans la plupart des cas n'en ont pas aujourd'hui directement les moyens financiers. Et c'est pourquoi le point d'entrée, nous, de la stratégie qu'on a sur la ville durable, c'est avant tout de soutenir les villes, de soutenir ce niveau local pour le renforcer et renforcer ses capacités précisément à accompagner cette croissance urbaine. Aujourd'hui, l'offre en logement, elle est principalement, enfin je crois que le secteur formel répond à peu près à 10% des besoins, ce qui veut dire que toute la croissance des villes se fait dans les quartiers informels. Et donc ça, c'est un deuxième point fort aussi de notre approche, c'est de se dire, on travaille sur les deux aspects, c'est-à-dire qu'on va travailler sur l'amélioration des quartiers informels, qui sont aujourd'hui l'endroit où se fait la ville, et la grande question pour nous, c'est comment on peut améliorer l'habitat dans ces quartiers, qui est un sujet qu'on arrive encore assez peu finalement à traiter, mais on va travailler déjà l'amélioration de l'accès aux services essentiels et le raccordement de ces quartiers à la ville, et comment on peut aussi, en parallèle, accompagner le développement formel de la ville, et le développement d'une offre de qualité intégrée qui va répondre réellement aux besoins des populations. Donc ça, c'était le premier enjeu sur cette croissance qui se fait dans des villes pas forcément outillées pour
la traiter. Le deuxième sujet sur lequel je voudrais revenir, c'est la question des besoins, et vous en avez très bien parlé, madame, c'est qu'on parle toujours d'un volume de logements, on parle toujours du fait qu'il faut 4 millions de logements. J'ai noté que le titre de cette conférence avait soigneusement mis au pluriel « Quel logement ?» et on ne parle pas assez de la qualification des besoins, en fait. On n'a pas besoin des mêmes logements partout, comme vous l'avez dit, et on n'a surtout pas besoin de produire massivement partout du logement individuel périurbain. Or, aujourd'hui, ce qu'on observe dans beaucoup de pays, je peux parler de pays d'Amérique du Sud, mais c'est aussi le cas en Afrique du Sud, c'est une offre qui est très unique et qui est principalement celle d'une maison individuelle uniforme périurbaine. Or, il y a besoin de logements en centre-ville, il y a besoin de logements pour des femmes seules chefs de famille, il y a besoin de logements pour des étudiants. Et comme le disait monsieur Saboval tout à l'heure, il y a aussi un grand sujet de politique publique impensée qui est la question du locatif social, sur lequel aujourd'hui extrêmement peu de pays l'identifient comme un vrai levier de politique publique, alors même que les situations locatives existent. Et c'est d'autant plus intéressant que c'est pas une question culturelle, c'est une question éminemment économique. C'est la question de comment apporter des logements à des ménages qui ne sont pas encore dans une phase où ils sont en capacité d'acquérir. Et c'est une question qui adresse directement le développement économique des villes sur comment on peut loger les jeunes actifs près des zones d'emploi. Et puis un dernier point sur la question des besoins, et qui est un point qu'on évoque trop peu, c'est aussi la question des besoins sur le stock de logements existants, qui ont aussi des besoins d'amélioration, qui ont aussi des besoins de rénovation, et qui sont aussi assez souvent en fait absents des politiques publiques, qui parlent principalement de la production. Et puis enfin, troisième enjeu peut-être pour nous sur ce sujet, c'est le rôle du logement dans la transition énergétique et la transition bas carbone des villes. Je vous le disais tout à l'heure, nous on a des objectifs très forts de répondre à l'accord de Paris. Les villes à l'échelle mondiale, c'est 70% des émissions de gaz à effet de serre, quasiment 70% de la consommation. C'est pas exactement le cas des villes africaines qui sont moins émissives, mais il y a un rôle des politiques de l'habitat à jouer sur l'atténuation, en densifiant les villes, en limitant la consommation des espaces naturels, en limitant les déplacements pendulaires. Les déplacements, c'est la première source d'émissions de gaz à effet de serre. Il y a un rôle dans l'atténuation aussi sur la construction de logements sobres en consommation énergétique. Et il ne s'agit pas de logements ultra performants, mais il s'agit de logements éco-conçus qui vont limiter les besoins d'accès à qui vont plutôt privilégier par exemple de la ventilation naturelle et des choses assez simples. Et puis il y a un fort enjeu aussi à travers la question du logement, d'adaptation et de résilience des villes au changement climatique. En particulier parce qu'on a beaucoup d'habitants qui vivent dans des zones vulnérables, et donc il y a un fort enjeu de réduire leur vulnérabilité, et aussi parce qu'il y a un enjeu de soutenir des filières qui vont construire des logements qui vont être adaptés au changement climatique, et par exemple à tout ce qui va être construction paracyclonique dans des secteurs où les cyclones se multiplient. Alors qu'est-ce que nous on essaie de promouvoir face à ça à l'AFD? D'abord c'est d'appréhender le sujet du logement comme une composante, c'est ce que je disais, comme une composante du développement urbain, parce que faire des logements c'est avant tout faire de la ville, ça on est tous d'accord. Après, techniquement, c'est pas si simple, parce qu'en fait, le logement, très souvent, c'est des politiques nationales, et la planification, c'est local. Et on a très rarement, en fait, la rencontre de la planification nationale avec la planification locale, et donc comment on va territorialiser, en fait, les besoins en logement et les intégrer dans les villes. Donc ça, c'est un premier point fort pour nous, c'est vraiment intégrer cette planification nationale dans la planification locale. Deuxième point qu'on va souligner et promouvoir beaucoup, c'est encourager des politiques qui limitent au maximum l'étalement urbain, qui travaillent au maximum à refaire la ville, qui travaillent à la densifier, à utiliser des délaissés et à développer des nouveaux quartiers en continuité de l'existant,
et là où il y a déjà des infrastructures qu'on peut prolonger. De manière à assurer un accès aux services aux habitants, une proximité des zones d'emploi, une proximité des équipements, et éviter des politiques qu'on voit par endroits où les logements, on a des cas comme ça au Mexique, vont jusqu'à être abandonnés par leurs bénéficiaires, tellement ils ont été bâtis loin et peu adaptés aux besoins. Troisième point peut-être important pour nous, celui de la diversification des produits. C'est ce que je disais tout à l'heure, une offre qui répond vraiment à la demande et qui répond de manière différenciée aux besoins, en particulier sur le collectif, en particulier sur le locatif. Et puis enfin, quelque chose des logements qui recherchent la sobriété énergétique. On a une palette d'outils pour financer les programmes de logement qui peut être assez large, puisqu'en fait on a la capacité d'intervenir au niveau des États par des prêts souverains, des prêts nationaux pour accompagner des politiques nationales de l'habitat. On a la capacité aussi à travailler au niveau des villes pour accompagner, soit dans les cas où des villes, on peut avoir des compétences sur le sujet, les villes directement, soit accompagner les villes dans la manière dont elles vont accueillir les politiques et les programmes de l'habitat, ou dont elles vont pouvoir améliorer leur quartier existant. On peut financer aussi en direct, quand il y en a existant, des opérateurs de logement. Je pense par exemple, c'est le cas au Maroc, où on accompagne un acteur qui est la holding Al Omran, qui est très impliqué dans la construction de logements. On peut aussi intervenir, donc ça on est plutôt sur le financement du produit logement. On peut aussi intervenir du côté des institutions financières, et on intervient, on finance des banques de l'habitat. On finance et on travaille à l'amélioration de l'accès au crédit hypothécaire des ménages, qui est l'autre bout de la chaîne. Donc d'un côté la production, de l'autre côté les bénéficiaires et les gens qui peuvent l'acheter. On intervient aussi auprès des ONG pour financer aussi tout ce qui est, et qui est très adapté dans certains cas, solutions plutôt en faveur de l'autoconstruction et de l'autoréhabilitation. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour des outils, donc national, local, auprès des acteurs, auprès des banques, auprès des ONG. Voilà, je peux m'arrêter là, ou je peux vous parler d'un projet qu'on a accompagné en Afrique du Sud. Si, en 2 mots. En 2 mots, en 2 mots juste pour vous raconter, parce que c'est un beau projet, on aimerait pouvoir en financer ou en accompagner plus. C'est dans la ville de Johannesburg. C'est intéressant aussi parce que ça interroge le rôle du secteur privé, où on a un acteur privé qui a racheté donc nous on a accompagné sur ces étapes de financement, qui a racheté des immeubles qui étaient des anciens immeubles de bureaux qui étaient vides et squattés, et qui les a réhabilités et transformés en logements locatifs sociaux. Et donc c'est intéressant parce que c'est un acteur privé, donc à vocation non profitable, qui l'a fait et qui a permis, grâce à ça, en fait, d'apporter une solution de logement dans le centre-ville de Jobourg, de rénover le centre-ville de Jobourg, de le rendre accessible, de rapprocher les gens des emplois, qui, grâce à ces logements, logent beaucoup de femmes seules avec enfants, parce que c'est des gens qui sont sécurisés par rapport au logement du reste de Johannesburg. Et donc voilà, c'est assez démonstrateur pour nous, et ça montre aussi une chose qui est très importante, c'est que le logement social et le logement locatif, ça peut être aussi un levier de reconquête et de reconversion des centres-villes. Voilà, donc c'est ce que je peux vous dire sur ce projet. Merci beaucoup. Je passe la parole à Maître Demba Traoré, donc acteur, donc, comme on l'a dit, hein, acteur de la vie politique malienne, avocat, ministre, député. Et du coup, j'ai envie de poser la question spécifiquement au cas du Mali, vraiment pour dire comment peut-on faire de la production de logements de masse un invariant de la politique publique malienne de logement. Très bien. Je remercie tous les initiateurs et les organisateurs de cette importante conférence. Et je tombe dans cette conférence comme un cheveu dans la soupe de l'univers
l'univers des experts en matière d'habitat. J'ai beaucoup appris ce matin. Et quand je venais ici, j'ai échangé avec ma fille qui fait le bac cette année. Je lui ai parlé du thème de la conférence. Elle me pose deux questions. La première, c'est quoi une ville durable? Et la deuxième, est à partir de quand et de comment on peut parler de logement abordable? J'avoue sincèrement que les exposés que j'ai suivis avec beaucoup d'attention aujourd'hui m'ont permis d'approfondir mes connaissances en cette matière et en retour, je pourrais l'édifier encore davantage sur ce que c'est ces deux notions. Alors, j'ai écouté aujourd'hui tout de suite M. Doucouré, un de nos ressortissants ici, qui travaille beaucoup pour l'essor de la diaspora malienne, avec lequel j'ai beaucoup travaillé en 2013 quand j'étais en charge au sein du gouvernement malien, des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine. Je salue cette diaspora qui est très dynamique, qui fournit beaucoup d'efforts. Il a soulevé des difficultés d'accès au logement, d'accès au foncier, des difficultés qui sont réelles. Pour qui connaît la valeur de cette diaspora, à travers le flux financier qu'elle envoie vers le pays, elle dépasse l'aide publique au développement. Rien que par le flux financier. Mais j'avoue qu'il y a un problème d'organisation également à ce niveau. Il faut que cette diaspora, à travers toutes les actions qu'elle arrive à faire à l'endroit du pays, soit organisée pour que la masse d'argent qui arrive au pays soit utile d'abord à cette diaspora et aussi qu'elle soit utile pour le pays. Alors, j'ai fait un constat ce matin. On a évoqué plus d'1 milliard de personnes vivent dans les bidonvilles. Le plus gros contingent se trouve en Afrique. On l'a dit ici. Et la politique démographique inexistante qui est caractérisée par cette explosion démographique en Afrique est en inadéquation avec la politique des logements qui elle-même n'existe pas en réalité en Afrique. Surtout dans notre sous-région, nous avons des programmes de logement, mais nous n'avons pas de véritable politique de logement. C'est ça la première difficulté. J'ai beaucoup apprécié l'intervention de mon compatriote Baba Dao, qui a parlé d'un tableau sombre en termes de contraintes, de difficultés, d'insuffisance par rapport à l'accès au crédit. L'accès d'abord pour les États eux-mêmes, l'accès pour les réalisateurs, les entrepreneurs qui interviennent dans le domaine, et l'accès des bénéficiaires qui sont souvent sans revenus. Alors, j'ai une petite expérience en tête en matière d'intégration parce qu'il faut savoir que nos États ne peuvent plus se développer isolement. Il faut renforcer les facteurs intégrateurs. Au niveau de la CEDEAO, une politique a été conçue, adoptée, mise en œuvre et qui concerne la libre circulation des personnes et des biens. Cette politique a permis de sauter des barrières douanières dans les pays membres de la CEDEAO. L'UEMOA fait partie, les pays de l'UEMOA sont inclus dans la CEDEAO. Et à travers cette politique de libre circulation des personnes et des biens, l'UEMOA a réalisé un important projet routier qui permet aujourd'hui à ces États-là, eh bien, les personnes de circuler, les marchandises de circuler. Parce qu'en matière de transport, si on n'a pas de bonne route, c'est très compliqué. Au niveau de l'UEMOA, des efforts sont en train d'être faits. En termes d'habitat, il a expliqué comment il faut lever les fonds, etc. Mais il faut aller à une véritable politique qui va prendre en charge les contraintes liées à la réglementation bancaire. Nous avons la BCEAO qui est l'instrument principal de l'UEMOA aujourd'hui, l'instrument monétaire. Je pense que adopter une bonne politique
prendra en charge tous ces aspects-là pour sauter le verrou lié aux contraintes bancaires, lié à la réglementation bancaire. Parce que sans véritable politique, on va tourner en rond. Chaque fois qu'au niveau de nos États, la volonté s'exprime, il l'a dit, il y a une volonté affichée pour que les populations les plus démunies puissent avoir accès au logement. Cette volonté est là, mais elle n'est pas traduite par une véritable politique. Chaque fois qu'un chef d'État vient, il a sa politique, il annonce « je veux construire 100 000 logements, je veux construire 50 000 logements ». Il faut sortir des effets d'annonce pour aller dans les véritables politiques. Je remercie la présence de l'AFD qui a accompagné le Mali dans plusieurs domaines. M. Baba Dao l'a expliqué avec éloquence. Et je crois qu'on a, au niveau des partenaires techniques et financiers, plusieurs disponibilités. Il s'agit pour nous maintenant d'être organisés. Et dans cette organisation, il faut prendre en charge la diaspora, qui contribue beaucoup dans l'économie, pour qu'ils puissent accéder. Aujourd'hui, la politique de logement que nous avons, les logements sociaux, on l'a expliqué, tout le monde peut postuler. Mais il faut reconnaître aussi, c'est une insuffisance due à la mauvaise gouvernance, c'est que les véritables destinataires de ces politiques, de ces programmes de logements sociaux, ne sont pas les vrais bénéficiaires. C'est ça la triste réalité. À l'origine, c'est conçu pour être attribué à des citoyens à revenus modestes, intermédiaires, faibles, etc. Mais à l'arrivée, on remarque que c'est des citoyens les plus nantis qui se permettent même de mettre des gens en location là-dedans. Ce qui n'est pas acceptable. Donc les cahiers des charges sont violés. Et les sanctions ne tombent pas. C'est pourquoi, quand on adopte, on bâtit une véritable politique, il faut que tous les intervenants respectent le cahier des charges. Aussi bien les entreprises qui réalisent ces logements, malheureusement, la qualité n'est pas conforme aux standards et aux maquettes validées à l'origine. Et si bien qu'il y a un laisser-aller. Les bureaux de contrôle qui interviennent sur le chantier approuvent tout, acceptent tout, alors que moins d'une année après l'attribution de ces logements, des problèmes se posent, il y a certains qui s'écroulent. Donc il y a de véritables problèmes à ce niveau. Il y a de véritables problèmes. Donc je pense qu'aujourd'hui, fondamentalement, le constat il est là. Pour avancer, il faut d'abord former et sensibiliser, à mon avis, tous les acteurs pour qu'ils puissent avoir plus de logements. Et il faut former et sensibiliser tous les acteurs, à commencer par les gouvernants. Il faut les former, les sensibiliser à la bonne gouvernance. C'est le premier problème. Quand il n'y a pas de bonne gouvernance, il n'y a rien derrière. Ensuite, les réalisateurs de ces programmes sur le terrain, les architectes qui interviennent, les entrepreneurs, doivent être également formés et sensibilisés pour qu'ils rendent les logements de qualité, en tout cas conformes aux cahiers validés, aux maquettes et aux standards acceptés par tous dès le départ. Il faut aussi les collectivités, former et sensibiliser les collectivités. Je sais que notre diaspora est victime de la spéculation des organes dirigeants des collectivités, parce qu'on a pas mal de maires, d'élus qui se promènent ici avec des notifications des titres de propriété qui viennent arnaquer nos compatriotes. Ils leur donnent des papiers, à l'arrivée, ça ne correspond à aucune parcelle. Beaucoup de nos compatriotes établis à l'étranger ont été victimes de cela. Je suis avocat, il y a 25 ans, j'ai pas mal de dossiers fonciers de ce genre. Ce qu'il dit, c'est vrai. Vous trouverez une parcelle dans le tissu urbain même de Bamako, la capitale, une parcelle convoitée par 3-4 personnes. Et chacune de ces personnes détient un titre de propriété, délivré par soit une collectivité ou par un représentant de l'État, ce qui n'est pas acceptable. C'est vrai que nous avons une faiblesse au niveau du cadastre, mais présentement, le gouvernement est en train d'exécuter un programme d'informatisation du cadastre. Ça pourra régler un peu les questions liées à ces attributions anarchiques. Alors, il faut également sensibiliser et former les bénéficiaires.
C'est très important également. Certains qui arrivent à être tirés sur le volet également ne se conforment pas au cahier des charges. Il faut les former et les sensibiliser à la citoyenneté, au civisme, et il faut les former petit à petit à accepter la copropriété. On ne peut plus, de par le biais des programmes de logements sociaux, faire une extension démesurée de la ville, surtout sans les commodités. Dans la plupart de ces programmes, vous verrez qu'il n'y a aucun équipement collectif qui peut faire en sorte que les populations soient retenues sur les sites pour travailler dans les activités génératrices de revenus. En tout cas, même si dans les plans d'occupation, il y a des endroits réservés pour ces équipements, mais ces équipements ne sont jamais réalisés et in fine, eh ben, un individu vient s'approprier de ces parcelles-là et construit un logement. Donc, une sensibilisation doit être faite à ce niveau également pour éviter que ces genres de dérives arrivent. Donc, en conclusion, je pense qu'il faut aller très rapidement à des motions qui vont interpeller tous ceux qui vont participer au sommet France-Afrique de Bordeaux. En tout cas, dans le sens de l'adoption d'une bonne politique, une véritable politique, adossée sur la prise en charge et des besoins des populations, la réalité de nos États, et surtout qu'il y ait un régime de sanctions digne de ce nom, contre tous les contrevenants, et que ce soit les États sont des sujets de droit, que ce soit les bénéficiaires, que ce soit les entrepreneurs, pour que si jamais un des intervenants ne respecte pas ses engagements, pour qu'il soit sanctionné, puisque à mon avis, les questions liées à l'habitat aujourd'hui sont des véritables questions de développement. Aucune ville ne peut se développer sans ce secteur-là. Et c'est pourquoi j'ai effectué le déplacement pour être là, parce que je dis en tant qu'avocat, en tant que citoyen, en tant qu'homme politique, il faut qu'on s'engage tous pour bousculer nos États, pour faire en sorte que des meilleures politiques soient adoptées, pour que nos partenaires, ceux qui nous accompagnent dans d'autres programmes, puissent également s'investir, parce que s'il y a la bonne gouvernance, je suis sûr et certain qu'on va avoir beaucoup plus de gens intéressés à nous accompagner dans l'atteinte des objectifs. Donc je vous remercie infiniment. Merci à vous. Voilà. Merci à vous pour ces cas sur les... Merci à vous pour ces éléments de réponse sur le cas du Mali et plus largement sur la sous-région. Je vous passe le micro. Je vous donnerai juste le temps de vous présenter et également de nous présenter les éléments de réponse du point de vue du Sénégal sur cette question. Je vous remercie. Il est difficile de prendre la parole après un avocat qui est par nature le maître de la parole. Donc, je vais m'essayer à cet exercice. Avant tout, donc, je suis Madame Amar de l'ambassade du Sénégal à Paris. Je suis responsable des relations avec les institutions et des partenariats. Donc, dans un premier temps, j'excuse le ministre M. Karim Fofana, qui, pour des contraintes d'agenda, n'a pas eu la possibilité d'être parmi nous aujourd'hui. Donc, je salue par ma voix cette initiative concertée de travailler, de réfléchir, de collaborer dans la contribution de faire émerger une offre de logement inclusif, respectrice de l'environnement et qui soit durable. Face à ces enjeux qui nous interpellent aujourd'hui, le Sénégal, dans sa stratégie nationale de développement, quand vous dites un invariant des politiques publiques, je pense que le logement, l'habitat est un phénomène de cohésion sociale. À la limite, je dirais même que c'est vraiment un besoin primordial de pouvoir avoir un logement ou un toit au-dessus de sa tête. Donc,
Aujourd'hui, nos villes africaines, la plupart de nos villes africaines, croupissent un petit peu sur le fort taux d'urbanisation. Au Sénégal, on est passé en 50 ans à un taux d'urbanisation de 23% à 46%. Donc Dakar est une capitale macrocéphalique et aujourd'hui qui croupit vraiment sur un fort taux d'urbanisation. L'idée donc c'est que vous avez mis un doigt tout à l'heure sur vraiment faire des efforts en termes de gouvernance responsable. Il ne s'agit pas de mettre en place des politiques publiques. Elles se sont succédées souvent en Afrique, des stratégies quinquennaux de développement social et économique et malheureusement qui n'ont pas souvent fait l'objet d'analyses évaluatives qui permettent de mesurer les impacts sur la population. Donc c'est dans ce contexte-là qu'au Sénégal, le ministère de tutelle, dans le cadre du référentiel économique et social, qui a dressé des stratégies prioritaires sur lesquelles le cap est donné, donc il a mis en place un programme zéro bidonville. Là, c'est pour vous entretenir un petit peu sur la stratégie nationale qui existe actuellement, qui est en phasage. Donc, le ministère de tutelle a mis en place un programme zéro bidonville parce que tout à l'heure, le partenaire de l'AFD disait c'est bien d'être dans la production, mais l'idée, c'est aussi de pouvoir rénover le capital, le stock de logements qui existent et aussi permettre à des occupants de bidonville d'avoir accès à des services sociaux de base. Donc réellement aujourd'hui le cap est donné par ce ministère d'aller vers une politique zéro bidonville à l'échelle nationale, donc sur les 45 départements du Sénégal, sachant qu'au Sénégal, c'est 14 régions, 45 départements et aussi des pôles urbains. Donc l'idée, c'est de pouvoir développer ce programme Zéro Bidonville en 3 phases. D'abord, une phase de 2019 à 2023 de 5 ans, qui est une phase prioritaire autour de 10 villes à forte croissance et d'évoluer vers une phase d'accélération élargie à au moins 25 villes pour toucher encore une fois les villes sur le plan national. Et aussi la composante phare de ce programme Zéro Bidonville s'articule autour de vraiment produire 100 000 logements sur 5 ans pour pallier à ce déficit de logement social de l'ordre de 150 000 dans la région dakaroise et peut-être 350 000 à l'échelle nationale. Donc l'idée, c'est réellement aujourd'hui aussi de pouvoir avoir des plateformes de concertation, de faire dans une production qui tienne en compte les problématiques liées à une production responsable innovante. On a vu passer tout à l'heure des acteurs qui nous ont entretenus sur des constructions très innovantes qui interpellent vraiment tout ce qui est économie circulaire. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir être dans des standards comme on le voit ailleurs en faisant du benchmarking, des standards avec des bâtiments basse consommation qui produisent vraiment le minimum de CO2 possible. Sur ce, je voulais aussi dire que beaucoup nous ont entretenus sur l'accès au financement, qui est une problématique pour souvent les primo-accédants au logement. Mais aussi, l'autre variante importante, c'est aussi la sécurisation du foncier au Sénégal ou ailleurs.
Donc, notre cher compatriote malien nous a fait part des malheureuses aventures que peut vivre la diaspora dans l'acquisition de propriétés. Et donc, le Sénégal a mis en œuvre une politique de mobilisation foncière publique qui a permis, les 3 dernières années, de dégager vraiment à peu près 13 000 hectares sur un axe de 100 km à peu près, pour pouvoir faire des aménagements et donc lier l'habitat à l'activité économique dans des pôles urbains et donc déconcentrer Dakar et sortir de Dakar en périphérie de Dakar, aller sur une trentaine de kilomètres, développer des industries, des activités économiques et aussi un parc de logement social. Dans cette toujours dynamique de sécuriser le foncier, l'État aussi a vraiment entrepris une démarche de pouvoir transformer les titres précaires en titres fonciers. Parce que beaucoup d'occupants au Sénégal avaient des titres précaires, malheureusement, et ça ne sécurisait pas leurs droits. Et à ce niveau-là, donc, le chef de l'État a instruit les services fiscaux communaux de mettre en place des guichets uniques pour permettre de muter, en fait, ces titres d'habitation en titres fonciers réguliers, sécurisant donc vraiment les droits fonciers des habitants. Par ailleurs, je pense que, encore une fois, l'idée c'est de pouvoir travailler de manière concomitante et aussi au-delà de ces aspects du foncier, permettre aux personnes qui ont des difficultés d'accéder au foncier de pouvoir aussi bénéficier de leviers publics tels qu'aujourd'hui cela existe au Sénégal, qui sont des fonds de garantie. Hein, donc on en a parlé tout à l'heure, c'est un fonds de garantie prioritaire qui permet des prêts hypothécaires, donc qui lève un petit peu ce frein-là d'accéder à des financements pour acquérir de l'habitat social. Encore une fois, je pense que le cap est donné. Nous vous félicitons de pouvoir, à l'issue de cette conférence, dresser des recommandations à destination du sommet France-Afrique. Et je pense que nous appelons aussi tout le monde, que ce soit les membres de la diaspora, les investisseurs, à venir développer des courants d'affaires dans ce secteur de l'habitat. Parce qu'aujourd'hui, 10 000 logements sociaux, c'est 7 000 m² de carreaux, c'est 7 000 m² de tuiles. Et on a cette expertise artisanale locale, malheureusement, qui nécessite d'être standardisée, encadrée. Donc je pense qu'il y a matière à faire en termes de compétences, d'expertise et de courant d'affaires à développer dans ce secteur de l'habitat. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci madame. Merci madame. Merci mesdames. Merci monsieur. Je me retourne vers la salle. On a encore 5 minutes s'il y a 2-3 questions. Allez-y. Merci, je vais y aller rapidement. J'ai entendu le cri de cœur de notre compatriote Doucouré. Je voudrais juste apporter une petite précision par rapport au contenu de la vidéo qui a été diffusée du directeur général de l'OMH. Il ne parlait pas de prêts taux zéro au niveau des banques. C'est les logements que l'OMH donne en système de location-vente qui sont remboursés sans taux d'intérêt. Donc il y a une confusion entre ce modèle et le stock de logements déjà réalisé que l'OMH a mis en vente directe
pour rembourser le financement bancaire. C'est là que la F4 est donnée à 31 millions. Et là, si vous passez par un prêt bancaire pour l'acquérir, donc vous allez supporter les charges financières des banques. Donc c'est cette précision que je voulais donner. Et justement pour lui tirer une épingle du pied, pour la diaspora, un point essentiel aujourd'hui, c'est de négocier avec l'AFD une ligne à mettre à disposition d'une banque de la place pour soutenir les programmes en faveur de votre communauté. Merci beaucoup pour ce complément d'information. Dernière question. Et merci pour vos interventions. Moi, j'ai une question pour Maître Demba. Et on a parlé beaucoup de politique, mais surtout beaucoup d'interventions du public, de l'État. Mais on n'a jamais parlé de privatisation et du secteur privé et le rôle du secteur privé dans le logement. Parce que l'État veut faire tout, ça du début jusqu'à la fin, et même accompagner les gens qui logent là-dedans. Moi, je pense que c'est impossible. Pour une population qui augmente, il faut trouver des solutions alternatives. Donc, il faut aussi que l'État sache quand même sache ses priorités et aussi un peu la distribution des peu de ressources qu'on a. Où est-ce que l'État veut investir? C'est de supprimer les bidonvilles ou bien c'est d'arrêter l'urbanisation, l'éclatement des villes ou quoi? Bon, ici on a beaucoup parlé que les bidonvilles sont très mauvaises, peut-être, mais encore, eux ils logent là-bas, mais ce sont les nouveaux qui viennent encore, donc qui ont encore des problèmes, parce qu'eux ils vont surpeupler des endroits déjà mal assainis, et donc c'est ça le problème. Donc quelle politique il faut faire pour arrêter tout ça? Donc vous, par exemple, donc, qui êtes dans la politique, certainement, vous allez me dire un peu comment faire, mais moi je trouve qu'il y a quand même une maldistribution des fonds de l'État, et l'État ne peut pas tout faire, et donc comment privatiser le système? Au Mali, excusez-moi que j'ajoute un mot, au Mali, je pense que le secteur foncier est souvent moins complexe en comparant aux autres pays, les pays africains, Kenya, Tanzanie et tout ça. Moi, j'ai eu à superviser des étudiants, mais qui ont vraiment des trucs, il y a tradition, chefferie, il y a tout est complexe. Donc, au Mali, c'est plus simple. Mais c'est l'État même qui complique. Je vais dire un petit mot, mon exemple. Moi, je suis aussi de la diaspora. On m'a attribué un terrain et normalement, j'ai eu un prêt de la banque. La banque ne m'a jamais saisi. Un jour, c'est un huissier qui m'appelle. Oh, monsieur Sako, ouais, là, je dois saisir tes terrains. Mais j'attends que la banque m'avertisse pour donner. Non, j'ai déjà même un preneur. Il est avec un preneur, il veut vendre mes terrains pour que. Mais c'est un problème. Et après, il y a une société privée aussi qui me dit, ah, on va faire les logements sociaux, est-ce que tu peux avoir des partenaires au Japon? C'est même un politicien, un fonctionnaire qui est aussi actionnaire dans ma compagnie. Donc, vous voyez comment le cercle est corrompu et pourri. C'est ça qu'il faut, je pense, combattre plus. C'est pas vraiment les bénéficiaires des trucs, mais c'est vraiment, comme vous le dites, la gouvernance. Quel est votre avis là-dessus? Merci, M. Sako. Maître Demba Traoré, oui, une réponse courte pour une question. Je remercie infiniment M. Sako. Je pense qu'on se rejoint. J'ai parlé de former et sensibiliser les gouvernants par rapport à la bonne gouvernance. Nous n'avons pas en matière foncière de problème au niveau de nos textes. Mais le problème, c'est les acteurs qui les appliquent. Le code domanial et foncier de la République du Mali est très clair sur les attributions des intervenants dans la distribution de la terre. Au-delà même du code domanial et foncier, je me rappelle en 2006, j'étais encore parlementaire, on a adopté une loi d'orientation agricole par rapport même aux terres agricoles, comment les attribuer, comment les familles peuvent s'acquérir des terres agricoles à vocation agricole. Donc, il y a tout un mécanisme juridique qui est mis en place, mais l'application, elle est défectueuse parce que tout simplement les acteurs qui sont là par moment pour appliquer font autre chose.
Et c'est ce qu'il faut combattre. Et pour combattre ça, j'ai dit, il faut adopter une véritable politique. Il faut que le régime de sanctions soit appliqué. Déjà dans le code domanial et foncier, les organes des collectivités qui ne respectent pas leur responsabilité, leur engagement dans l'attribution des parcelles, il faut les sanctionner. Mais on a vu à l'arrivée que c'est des citoyens qui en pâtissent. Parce qu'un chef d'organe de collectivité qui donne 2 titres de propriété sur la même parcelle, c'est des citoyens qui vont s'affronter devant les juridictions. Et lui, il est assis tranquillement dans son bureau. Il n'y a pas de sanction administrative. Ce n'est pas normal. Même si nous n'avons pas un service de cadastre informatisé, dans les collectivités aujourd'hui, il y a un service détaché des domaines qui permet de savoir il y a eu telle attribution, il y a eu telle attribution, surtout que la collectivité gagne de l'argent à travers les frais de viabilisation, etc. et d'édilité. Vous ne pouvez pas percevoir les mêmes frais 2 fois et sans être sanctionné. Donc c'est un véritable problème d'acteurs. Pour ceux qui suivent l'actualité au Mali aujourd'hui, il y a une croisade engagée contre ces genres de comportements. Beaucoup d'élus sont aujourd'hui en prison pour des faits de corruption et de faux usage de faux, parce qu'en réalité c'est du faux. On fait du faux pour vous retirer votre parcelle et attribuer à quelqu'un d'autre. Et je confirme que beaucoup de nos compatriotes établis à l'étranger ont été victimes de ça, parce qu'ils n'ont pas la main d'œuvre qu'il faut ou les parents qu'il faut pour suivre leur parcelle. Et même certains sont parvenus à mettre en valeur leurs parcelles. Ils ont été spoliés de leurs biens. Donc aujourd'hui, il faut concevoir des politiques qui permettent de sécuriser tout le monde, et les bénéficiaires surtout, et surtout permettre aux gouvernants d'être mieux outillés. Certains posent des actes parce que tout simplement ils se sont retrouvés à des fonctions de responsabilité par népotisme, ils ne connaissent pas. Ce n'est pas forcément qu'ils ont fait exprès, mais c'est parce qu'ils ne connaissent pas. Ils ne sont pas outillés, ils ne sont pas formés à cela. Parce que là, le népotisme est un autre pan de la mauvaise gouvernance. Je pense que les bénéficiaires doivent même contribuer à travers, des gens ont parlé aujourd'hui de coopératives. Il faut que les gens aillent ensemble. C'est cette synergie d'action. C'est pourquoi j'ai dit, à travers les projets intégrateurs au niveau de l'Afrique, on peut concevoir des politiques qui peuvent sécuriser tous les citoyens. Le développement, s'il n'est pas axé sur l'homme, sans la participation de l'homme, de vous-même, en tant qu'architecte, en tant que bénéficiaire, en tant que consommateur, ça ne pourra jamais aller. Et il faut que tout le monde accepte de se soumettre au régime des sanctions également. C'est ça le problème également de l'Afrique. On est là, quand on commet des fautes, eh bien, pour ne pas être sanctionné, il faut être fils de X, Y, etc. Ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. Alors, ce que vous avez subi comme problème, pas mal de Maliens aussi à l'intérieur qu'à l'extérieur. Je vous donne tout simplement un exemple. Mercredi dernier, au tribunal administratif de Bamako, il y avait 50 dossiers au rôle. Sur les 50 dossiers, 40 concernaient les décisions du maire du district de Bamako en annulation. Et c'est des citoyens qui se combattent par rapport à ça. Les sous que vous avez pour réaliser votre bâtiment, vous allez engager les avocats, payer des frais de justice, et finalement à l'arrivée, à travers des procédures longues, vous n'avez plus d'argent. Toutes les économies sont parties, vous n'avez pas accès au crédit et vous abandonnez. C'est très très dangereux, ça tue l'économie, ça décourage nos compatriotes. Beaucoup qui sont établis à l'extérieur n'ont plus envie d'investir à l'intérieur du pays à cause de ça. Donc nous sommes en phase, conjuguons les efforts. L'État ne peut pas tout faire, ça c'est très clair. C'est un domaine, aujourd'hui, l'habitat, c'est les promoteurs qui n'arrivent pas à jouer le jeu. Tout le monde attend les marchés de l'État pour se développer, ce qui n'est pas aussi normal. C'est ce qui fait qu'on donne le champ libre à l'État. Donc, il faut que les promoteurs, il faut que les bénéficiaires, chacun accepte de se donner la main pour avancer. Merci beaucoup. Merci pour cette réponse. Merci pour vos contributions, pour les éléments de réponse. Alors, je devais faire un mot de remerciement au début, je ne l'ai pas fait, donc je profite de la fenêtre de tir qui m'est donnée pour remercier les uns et les autres de l'éclat que vous avez donné tous à cet événement. Remerciement d'abord au conseil départemental
des Yvelines, sans lequel tout cela n'aurait pas pu se faire. Je remercie le président qui vient de nous rejoindre, l'équipe de l'ICID et surtout le cabinet du président, qui est un vrai stabilisateur de stress pendant des mois, qui a su nous orienter, nous aider, nous appuyer et faire de cet événement-là ce que nous avons vécu, et moi-même j'en suis la première émerveillée. Je remercie évidemment Réseau Habitat et Francophonie pour l'aide déterminante qu'elle nous a apportée au tournant de l'organisation de cet événement. Maggie Casal, merci beaucoup. Merci pour avoir engagé Urbanistes sans frontières dans cette aventure. Et évidemment, la voûte nubienne, qui a été le premier partenaire à s'allier à nous quand on a commencé ce travail, qui a commencé également avec une rencontre avec la secrétaire générale du sommet Afrique-France, Madame Rivoal, qui ne pourra pas se joindre à nous, mais qui nous envoie son mot. Invitation également aux amis du Mali et du Sénégal. Cédina, on a passé beaucoup de temps sur ce sujet, je te remercie. Et évidemment, l'amicale des Maliens de Montreuil, l'ambassade du Sénégal, nos invités du Japon, du Maroc, Mounia et ses collègues, du Sénégal, de France, Pierre Manière qui est venu de Provence, les architectes qui ont joué le jeu, et qui ont patiemment écouté les autres, et évidemment la jeune génération qui est intéressée. C'est bizarre parce qu'on a quand même des étudiantes qui sont là bien sages, mais il y a une de l'ESTP qui est là, qui est très intéressée par ce qui se fait, donc qui écoute ses aînés, qui regarde ses aînés. L'idée de la conférence part de l'opportunité d'une réflexion conjointe sur le logement abordable en Afrique. Madame Aubert de l'ICID a rappelé la vocation de solidarité du département des Yvelines, solidarité qui se manifeste à travers la réalisation de projets d'équipement d'infrastructures de services de base. Le département soutient par ailleurs la construction durable par l'appui apporté à la voûte nubienne, ça a été dit. En plus de ces aides directes, le département s'allie donc avec d'autres acteurs publics et privés pour prendre part aux grandes problématiques mondiales, dont l'accès au logement abordable dont nous avons parlé aujourd'hui. L'idée d'une conférence donc, sur le logement durable en Afrique, elle est consécutive aux orientations du secrétariat général Sommet Afrique-France, j'en ai parlé, sur la ville durable. Donc elle parle d'un premier constat. Ce premier constat est qu'au fondement de toute ville durable se trouve une politique de l'habitat bien planifiée, bien mise en œuvre et bien gérée. Le deuxième constat est que les savoirs et ressources existent. La preuve, quel foisonnement de savoir cet après-midi. Mais c'est leur partage, leur consolidation et leur gestion qui posent un problème, qui est un véritable défi. Comment canaliser tout ce savoir pour bien faire, pour répondre aux enjeux et aux besoins. Donc les acteurs locaux et leurs partenaires peuvent relever ce défi à l'échelle qui est la leur. Nous sommes aujourd'hui dans les Yvelines. On démontre qu'à l'échelle locale, à l'échelle d'un territoire, on peut aussi penser plus large que sa propre échelle et mobiliser des acteurs pour aller plus loin. Donc partant de là, le département des Yvelines et les organisateurs et partenaires de la conférence, à savoir Réseau Habitat Francophonie, Urbanistes sans frontières, Association voûte nubienne et Malianga, ont posé localement ce premier acte pour amorcer une dynamique qui peut trouver écho à Bordeaux, on l'espère vraiment, dans le cadre donc du sommet Afrique-France, et bien au-delà de cette échéance. Notre horizon n'est absolument pas cette échéance seulement. L'événement répond à deux attentes. D'une part, créer grâce au levier de la coopération internationale un lieu de confrontation, d'expertise nord-sud, on l'a vu, tous les panels étaient mixtes, il y avait des experts français et des experts africains. En second lieu, la conférence offre aussi l'opportunité de croiser les regards des acteurs de la chaîne valeur du logement. C'est-à-dire qu'on a entendu des concepteurs, on a entendu des promoteurs, on a entendu des avocats, on a entendu des utilisateurs, des bénéficiaires, on a entendu également des institutionnels qui interviennent dans le cadre du logement. Donc les organisateurs de la conférence ont mobilisé chacun leur réseau, qu'ils en soient ici remerciés. Quelques grandes idées qui se dégagent. Encore une fois, vous veuillez m'excuser de la qualité de ce résumé parce que ce n'est pas facile de passer après tant d'experts. 4 grandes idées qu'on retrouve peu ou prou dans les différentes interventions. L'alliance formelle-informelle, David Mier l'a vu sous son angle, qui a présenté des vues très intéressantes du pari informel qui est devenu par la suite le modèle et la référence, ou en tout cas qui a pris de la valeur. Donc Oussoubi aussi a parlé du déjà là sur lequel s'appuyer.
Voilà, donc l'informel, formel, on a tendance à décrier l'informel, mais l'informel d'aujourd'hui peut aussi, s'il est bien encadré ou accompagné, ou en tout cas stimulé, donner des idées à ce qu'on peut faire de la ville, parce que les gens ne s'établissent pas par hasard comme ils le font. Deuxième grande idée qui est sortie également de vos interventions, c'est l'articulation logement-ville. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser la problématique du logement en dehors de la problématique urbaine. Ça a été dit par François Tépé, ça a été dit par Wilfried Montero. Magui Casal l'a souligné à travers son exposé sur la planification urbaine. Donc c'est un sujet également qu'on prendra en considération, un axe qu'on prendra en considération dans les actes qu'on va produire. Autre idée émise, le partenariat public-privé. M. Dao l'a dit, Serge Alou l'a souligné également, qu'il est impératif d'allier public et privé dans ce processus de production du logement pour tous. Et une idée transversale qui a émergé le long de vos exposés également, c'est sur la formation. Pierre Manière l'a souligné, M. Traoré est également revenu là-dessus. Je me permets de rappeler très rapidement les enjeux que l'AFD a posés, la représentante de l'AFD a posé. 3 enjeux. Elle a posé la question de la croissance urbaine, qui est un vrai défi. Elle a posé la question de l'analyse des besoins en logement, parce qu'il n'y a pas un logement, il y a plusieurs modes d'habiter, plusieurs types de logements à penser. Et évidemment, la question du logement, la place du logement dans la transition énergétique et la production, notamment le produit bas carbone. J'espère avoir été fidèle à vos remarques. Donc maintenant, je rentre très rapidement dans les tables rondes pour ne pas trop prendre sur le temps de mes camarades. La table ronde 1 a apporté plusieurs éléments de réponse, notamment M. Sacco qui s'appuie sur le caractère dynamique de l'espace de vie traditionnel pour favoriser et qui favorise la multifonctionnalité, contrairement à l'architecture moderne où l'espace est censé suivre sa fonction. Donc, partant de là, il a mis en avant un modèle, une comparaison entre le salon et la cour. Et donc, dans le travail de conception qu'on va faire, en tout cas dans les préconisations que nous ferons dans les cahiers des charges, on tiendra compte de cet élément traditionnel qui peut évoluer dans sa forme et son contenu pour les concepteurs à venir. Recommandation 1, il est proposé d'allier aux solutions économiques des solutions plus socio-culturelles dans la conception des logements. Ça, c'est vraiment une trame qu'on essaiera de voir. Il a trouvé une formule que j'ai retenue, c'est qu'il faut trouver un vocabulaire pour l'habitat africain. Et ça, on l'a bien noté. Donc, une deuxième orientation peut s'appuyer sur ce que Françoise Tépé a dit, c'est qu'elle souligne l'importance de trouver une alternative à l'architecture dite internationale et préconise le développement d'une architecture propre à chaque culture. C'est pas loin, c'est une idée un peu voisine de ce que Oussoubi dit. Donc, elle dit vouloir qu'on s'oriente vers un positionnement mixte entre la construction vernaculaire favorable à une transition énergétique douce et maîtrisée et en tirant parti des différentes techniques aguerries afin de répondre aux besoins urgents de logement. J'ai bien traduit vos pensées, Madame Tépé. Alors, une troisième recommandation aura trait au soutien au logement en hauteur. La question de la densité, elle est apparue également le long des interventions. La construction en hauteur pour atténuer les effets de l'étalement urbain, Magui Casal l'a dit et d'autres intervenants l'ont souligné. Wilfried Montero, quant à lui, a aussi, à travers ses interventions, posé la question de la gestion des ressources, les déchets de chantier notamment, et préconise également une densité et l'inclusion. Son expression est plutôt d'aller vers un urbanisme d'intégration en incluant ces quartiers rénovés dans le reste de la ville, puisque ça pose aussi un enjeu. Donc, initier des politiques efficaces de formation dans les métiers du bâtiment, on en a parlé, ça fait partie des recommandations qu'on retient également, ainsi qu'adopter une stratégie marketing en faveur des produits innovants, produits locaux innovants. La paille est à la fois, ça nous a été présenté, mais je ne veux pas empiéter sur ce que diront mes camarades, mais il est question également d'agir sur les matériaux pour booster la production de logements. Alors, le défi qualité-quantité, Carvalho l'a posé. Produire 100 000 logements, ce n'est pas évident, mais produire 100 000 logements de qualité, c'est ce qu'on souhaite à travers des conférences comme nous sommes en train de le faire. Alors, il est question, 6e recommandation, de soutenir les villes, parce que la politique de logement repose essentiellement sur les villes, quoi qu'on pense, même si c'est une politique nationale,
la cheville ouvrière est au niveau local. L'AFD a posé quelques questions. Maître Demba également a souligné quelques leviers, notamment au plan juridique, pour sécuriser cette production à l'échelle locale. Passer des programmes de logement à une véritable politique de logement, ça aussi c'est une recommandation forte. Effectivement, on a tendance à mettre en avant les données quantitatives des programmes de logement, mais on en oublie que ce qu'il faut, c'est effectivement une vision politique et une vraie transformation en profondeur des démarches de production de logement. Et puis, la question foncière, en dernier lieu, je m'arrête là, la question foncière qui est une vraie question. Et on a l'exemple donc du Sénégal, de la représentante du ministre, qui donne l'exemple d'une mobilisation foncière par le secteur public, justement, pour sécuriser la production de logements. Bonjour à tous. Alors, il m'incombe de parler de la table ronde 2, avec les leviers innovants qu'il faudrait mobiliser en faveur de l'accession au logement formel. Alors, M. Serge Alou de Cité Gouvernements Locaux Unis a parlé du rôle que pourraient jouer les collectivités locales sur justement les politiques à mener, non pas seulement en raisonnant sur le logement, mais beaucoup plus sur l'aménagement urbain et les politiques de construction des villes durables, avec un rôle essentiel au niveau de la régulation et de la réglementation pour pouvoir doter les collectivités locales de moyens nécessaires et suffisants pour pouvoir avoir des politiques efficientes. Il a également évoqué la déclaration avec les 6 points, mais que je ne vais pas lister, de Cité et Gouvernements Locaux Unis. Alors, les principales recommandations sont au niveau essentiellement de la régulation et des rôles que pourraient jouer les collectivités locales, les outils et mécanismes à concevoir pour mener des politiques efficientes, doter les collectivités locales et les territoires des moyens nécessaires pour pouvoir avoir des résultats et des impacts mesurables. Il a également parlé de l'exemple de Medellín, où par la volonté d'un maire et des leviers divers, pas seulement au niveau du logement social, mais sur des leviers différents, le développement économique, l'aspect culturel, social, différents leviers qui permettent d'avoir une politique globale efficace. Monsieur Christophe Arnal d'Active Home, c'est un procédé innovant en matière de construction, notamment des matériaux, qui permet d'allier modernité dans la conception et rapidité dans la construction des logements. Il fait la promotion donc des circuits courts de production à partir du bois et de la paille, avec des constructions qui sont parfaitement modernes et durables, et qui gagneraient à être promues en France, dans le nord comme dans le sud, puisque c'est un matériau ce sont des matériaux qui sont disponibles à grande échelle et qui ont des performances, je dirais, de construction remarquables. Alors, l'investissement est modeste. Il a parlé d'investissements qui tournent autour de 200 à 300 000 euros, et le compactage, l'équipement pour le compactage des pailles autour de 20 000 euros. Donc, ça reste des investissements acceptables quand on sait que les résultats et le développement industriel et les résultats au final sont remarquables. Je pense que ça mérite d'être promu. Du Fonds de garantie hypothécaire du Mali a développé de manière vraiment très exhaustive toutes les problématiques liées au financement du logement en Afrique subsaharienne, spécifiquement du Mali et de l'exemple du Sénégal qu'il connaissait le mieux. D'un point de vue général, il estime qu'il faut avoir une approche de développement économique
pas seulement de développement de la filière du logement social, pour pouvoir aborder toutes les composantes en matière sociale, en matière économique, mais aussi pour impliquer tous les acteurs. Il a parlé des limites des programmes existants qui ne sont pas des politiques. On l'a relevé avec les différents intervenants. Il a évoqué la difficulté à mobiliser les ressources financières, notamment les ressources longues, liées en principale cause à la difficulté de l'épargne sur le long terme, à la mobilisation des ressources, mais surtout à l'élaboration et à l'adoption de politiques efficaces qui pourraient permettre de mobiliser des ressources dans un environnement d'Afrique subsaharienne qui est considéré comme volatile, relativement volatile. Voilà. Alors, il a parlé, et c'est ce que j'ai retenu, que la croissance démographique qui est galopante et qui pourrait être un signe d'inquiétude est un défi et un atout pour les économies d'Afrique subsaharienne face aux contraintes beaucoup plus importantes en matière de financement, dans la mesure où si toutes ces composantes qui sont des freins au financement pouvaient trouver des solutions communes, il est important que tous les acteurs se mobilisent, tant public, privé, mais également de la société civile, pour aboutir à des politiques efficaces et surtout inclusives. Dans tous les détails. Alors, j'aimerais quand même aborder l'expérience de Madame Mounia Tagma par rapport à la chaîne de valeur, parce qu'il est important de travailler. Ce que j'ai trouvé remarquable, c'est l'approche et l'adéquation entre l'offre et la demande, l'analyse de la chaîne de valeur et surtout la possibilité par une approche, je dirais, de proximité qui touche vraiment au cœur de la problématique en Afrique subsaharienne, qui ne permet pas forcément de produire un logement abordable, massif, mais qui touche surtout les plus vulnérables. Et c'est un modèle remarquable. Alors, Aïssata a parlé de la voûte nubienne, donc je ne vais pas m'attarder dessus, on va accélérer. Voilà. Monsieur Yves-Laurent Sapoval, je pense qu'il a parlé du parc locatif. Ne pas penser seulement à l'offre, à l'accession à la propriété. À mon avis, ça, comme alternative, parce qu'on a des limites par rapport à l'accession à la propriété. Et je pense que c'est une recommandation très importante. Voilà, je vous remercie. Donc je me réjouis que c'était un colloque intéressant. Comme je n'ai pas assisté à ce colloque et qu'on me demande de conclure, je suis mal parti, car je ne vois pas très bien quelle conclusion je pourrais donner à ce colloque. Il me faut donc plutôt faire comme si vous veniez d'arriver, que je vous accueillais. C'est une autre façon de dire moins de bêtises, en vous précisant que lorsque les organisateurs de ce colloque m'ont demandé de mettre à disposition les locaux du département et la logistique du département pour le faire, je l'ai accepté avec grand plaisir, pas simplement parce que parmi ces organisateurs, certaines me sont infiniment sympathiques, mais parce que notre département est très engagé dans des politiques de coopération décentralisées, et que dans le cadre de ces politiques de coopération décentralisée que nous avons débuté il y a maintenant une quinzaine d'années, qui s'appuient beaucoup sur les diasporas africaines à Yvelines, puisque ces diasporas sont d'Afrique du Nord, Afrique subsahélienne, Afrique centrale, pas vraiment Afrique australe, mais elles sont les moteurs de cette coopération. C'est une des originalités de la coopération décentralisée du département des Yvelines. Et l'autre originalité, c'est que nous avons assez vite décidé de nous engager
dans un programme transversal. Ce que j'appelle un programme transversal, c'est un programme qui n'est pas un programme d'un objet donné dans un endroit donné, tel qu'on le pratique avec les différentes communautés. La construction d'un centre de soins ici, la rénovation d'une école là-bas, bon, tout ça c'est marqué territorialement. On a décidé d'appuyer le programme transversal dont vous avez entendu parler aujourd'hui, qui est donc celui de la voûte nubienne, tant nous sommes convaincus que la question de l'habitat se pose d'une façon urgente en Afrique. Elle se pose d'une façon urgente en Afrique parce que le double phénomène de l'explosion démographique et de l'urbanisation est en train de produire des résultats catastrophiques et qu'il est ensuite extrêmement difficile de revenir en arrière. Très difficile de revenir en arrière. Tout à l'heure, j'ai quand même entendu les conclusions du colloque. C'est vrai qu'on ne peut pas faire de l'habitat sans fabriquer de la ville. Et qu'une des caractéristiques des villes africaines aujourd'hui est qu'elles sont totalement congestionnées, encore plus congestionnées que les villes européennes. Mais aussi, elles ont un habitat qui est totalement inadapté au climat et totalement inadapté aux capacités financières des habitants. Il nous apparaît donc, nous, département des Yvelines, à la place qui est la nôtre, extrêmement important de sensibiliser les populations et maintenant même d'aller plus loin dans la sensibilisation, puisque nous devons aller jusqu'au bout de nos convictions et donc valoriser de nouvelles techniques constructives et en particulier celles qui sont économiques et écologiques, et en particulier avec la voûte nubienne, donc celle qui utilise la technique traditionnelle du pisé. Nous en avons fait un exemple concret en construisant une maison des Yvelines à la frontière du Sénégal et de la Mauritanie, le long du fleuve Sénégal, à Ourossogui. Nous avons ainsi commencé à entraîner d'autres institutions. Il nous faut maintenant aller plus loin. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous passons à une phase un peu plus autoritaire, puisque nous avons décidé de ne plus subventionner de bâtiments qui ne seraient pas construits en voûte nubienne. C'est vous dire si on veut aller très loin dans le volontarisme, on peut construire un hôpital, on peut construire un collège, on peut construire un hôtel de département, ça on est déjà en train de le faire, et des maisons bien entendu en voûte nubienne. C'est une technique qui n'a pour le climat sahélien, je précise bien qu'on est dans le climat subsahélien. On ne peut pas faire la même chose, même si on descend un peu plus bas, puisqu'on essaye d'étudier des coopérations possibles, mais il faudrait que le pays se stabilise en Guinée-Bissau. En Guinée-Bissau, la voûte nubienne n'est pas adaptée, le climat est trop humide. Mais dans la banlieue de Dakar, on peut faire de la voûte nubienne. Dans la ville nouvelle, chère au président Macky Sall, on peut faire de la voûte nubienne. Le climat s'y prête. C'est 2 à 3 fois moins cher. Ce sont des techniques qui permettent de réparer soi-même. Et ce qui est quand même pas inutile. Alors bon, ça se heurte effectivement à un certain nombre de coutumes, à un certain nombre d'habitudes qui sont de mauvaises coutumes et de mauvaises habitudes. Et comme nous, il faut qu'on change nos habitudes et nos coutumes, il faut aussi que nos frères et sœurs africains fassent la même chose. La lutte contre le réchauffement climatique, la nécessité d'avoir un comportement plus vertueux s'impose à nous tous. Penser que c'est le voisin qui va le faire est une erreur dramatique. C'est ce qui nous conduira tous ensemble dans le mur. Voilà pourquoi le département était heureux d'accueillir ce colloque. Heureux, j'espère, pour les participants, si vous avez pu en retirer quelques idées. Si les échanges vont pouvoir se poursuivre en dehors, parce que je crois que c'est un des enjeux. Il ne faut pas que ça soit un one-shot, comme on dit en bon français. Il faut que ça entraîne un après. Et en tout cas, c'est le vœu que je forme et je ne doute pas que ce vœu sera exaucé. Enfin, je veux ne pas douter que ce vœu sera exaucé. Voilà ce que je voulais vous dire très brièvement. Vous voyez bien que c'était plus pour un début de colloque que pour une fin de colloque. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Si je dis à la fin d'un colloque, ce qui est bon pour un début de colloque, c'est la démonstration qu'il est nécessaire de faire un autre colloque. Et donc c'est aussi une autre façon de vous dire que l'hospitalité yvelinoise vaut bien l'hospitalité africaine et que donc nous vous invitons à revenir ici même dans les mêmes conditions
pour ce second colloque que nous appelons de nos voeux. Bonne soirée à toutes et à tous et veuillez m'excuser de vous abandonner tout de suite. Merci beaucoup. Bien. Comme quoi les Yvelines sont toujours un département de surprise. Juste, mesdames, messieurs et chers amis, quelques mots après cet après-midi dense, studieuse. Me revient un grand honneur, singulièrement après la prise de parole dynamique du président Bédier, de prononcer quelques mots non pas de conclusion, cela a été dit d'ailleurs à l'instant, mais de la phase conclusive de cet après-midi. Phase conclusive, car comment parler de conclusion, tant les débats ont été riches, tant les présentations argumentées, tant surtout les préconisations, les formulations et les propositions sont à la fois innovantes pour beaucoup d'entre elles et puis, pour l'essentiel, source d'inspiration. Je tiens donc à remercier, au nom du réseau Habitat et Francophonie, l'accueil chaleureux, de qualité, qui nous a été réservé ici par le Conseil départemental des Yvelines. Et je veux également saluer le fait que son président ait pris l'initiative de porter l'organisation de cet événement qui a été conduit avec beaucoup de talent et un grand professionnalisme par Aïssata Maïga, que je salue très, très chaleureusement à cette occasion. Créé en 1987, le réseau Habitat et Francophonie se veut un lieu unique et est de fait un lieu unique où se retrouvent une soixantaine d'acteurs du logement abordable et social des pays francophones, issus de 15 pays francophones, présidé par Jacques Augelot, qui est élu d'Auxerre et président de son office HLM de la ville, qui ne peut malheureusement pas et n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui. Il m'a demandé de bien vouloir vous présenter ses excuses, ce que je fais bien volontiers, mais également de vous adresser son cordial et amical salut, ce que je fais avec encore plus de plaisir. Et ce réseau rassemble autour de lui des universitaires, des chercheurs, des acteurs et des opérateurs du logement abordable et social, mais également des acteurs du financement mon collègue et administrateur Baoudab, qui s'est exprimé tout à l'heure, en est un des membres historiques et particulièrement actifs. Aujourd'hui, RHF, le réseau Habitat et Francophonie, ce sont près de 2 millions de logements gérés, construits par nos membres, plus de 5 millions de personnes qui y vivent, 20 000 salariés dans les entreprises qui y travaillent. Nous sommes reconnus comme une organisation non gouvernementale, une ONG, et nous sommes à ce titre accrédités auprès de l'Organisation internationale de la francophonie, mais également auprès de l'organisation de l'ONU Habitat. Et tout récemment, notamment notre secrétaire général, Prudence Adjonaoun, a été le copilote avec la Fédération nationale des agences d'urbanisme de France du volet logement abordable porté par le pavillon France lors du dernier forum urbain mondial d'Abu Dhabi. Au rôle classique d'un réseau qui est celui d'échange de bonnes pratiques professionnelles et d'organisation de séminaires et de conférences sur des problématiques partagées, nous souhaitons pour notre part mettre l'accent sur la coopération, sur des projets concrets de coopération et
de partenariats bi- ou multilatérales qui sont conduits à travers l'activité de nos différents membres. Nous avons récemment tenu une conférence à Nouakchott sur la ville durable. Notre prochaine conférence du mois de juin 2020, qui fera suite au sommet Afrique-France sur la ville durable, se tiendra quant à elle à Québec et abordera le problème qui a été d'ailleurs ici souligné à plusieurs reprises de l'adaptation des logements et du logement à la diversité de l'offre et de la demande au regard des problématiques créées par les flux migratoires et la croissance démographique. Aussi, vous comprendrez que c'est bien évidemment sans aucune hésitation et avec un réel plaisir que nous avons répondu favorablement à l'appel d'Aïssata de venir apporter notre concours à la bonne tenue et à la réalisation de cet important événement de cet après-midi. J'ajoute, petit clin d'œil à nos amis du conseil départemental des Yvelines, que lorsque je regarde le sigle de leur organisme dédié à la coopération internationale, il n'est pas sans rappeler, à moins que ce ne soit l'inverse, mais je crois qu'en termes de date, c'est plutôt nous qui avons la priorité, le sigle du réseau Habitat et Francophonie, ce qui veut dire que nous étions vraiment faits pour nous retrouver. Mesdames, Messieurs, les évolutions urbaines au niveau mondial ont été évoquées et elles nous sont connues. D'ici 2050, les prévisionnistes estiment que près des 2/3 de la population mondiale habitera dans des villes. Celles-ci accueilleront donc près de 6 milliards d'individus. Et on le sait, les villes sont créatrices de richesses, sont créatrices de bien-être, c'est d'ailleurs pour ça qu'elles attirent, mais elles sont tout autant génératrices d'exclusion sociale, d'exclusion spatiale, d'exclusion économique. L'urbanisation, la densification, les mouvements migratoires, la croissance économique, la croissance démographique, la mobilité dans le travail, autant de facteurs qui permettent de créer de la richesse, autant de facteurs qui peuvent susciter des exclusions et de la relégation. Et dans ce contexte, les inégalités dans l'accès au logement et celles liées aux revenus se nourrissent les unes les autres. Le continent africain n'échappe pas à ce mouvement de fond. Et cette association entre croissance économique et croissance démographique, cela a été abordé ici même cet après-midi, aura la conséquence que l'on connaît d'un triplement de la population urbaine d'ici 2050. Cela constitue sans nul doute le défi majeur auquel les responsables des pays africains concernés devront répondre. On le dit souvent, la croissance économique et la jeunesse sont en Afrique, les retraités sont en Europe. La formule est peut-être caricaturale, mais elle est à mon avis éminemment parlante. En n'oubliant pas, et en n'oubliant pas surtout, que ces villes africaines, outre ce défi, seront probablement, si rien n'est fait pour faire en sorte qu'il n'en soit pas ainsi, les plus concernées, les plus impactées par les défis du réchauffement climatique, désertification des territoires, recul des territoires agricoles. Comment dire, zones portuaires facilement inondables, plus facilement inondables, à l'instar de Nouakchott qu'elles ne le sont actuellement. Ensablement des voies, ensablement des routes, désertification également des barrages électriques. Voilà un certain nombre de sujets qui s'opposent d'ores et déjà aux principaux pays africains. Dans ce contexte, le sommet Afrique-France sur la ville durable prend tout son sens et l'organisation de cet événement ici même, dans ce département des Yvelines également. Je crois que je considère et nous considérons avec le réseau Habitat et Francophonie que la décision de rédiger un livre blanc qui reprendra l'essentiel des éléments d'analyse qui nous ont été présentés ici même à l'instant, relève d'une bonne pratique d'autant meilleure que ce livre blanc ne s'intéresse pas uniquement aux problématiques de la ville durable, et cela a été dit avec beaucoup de pertinence par Yves-Laurent Sapoval, mais s'intéresse au problème du logement et des logements dans la diversité de ce que cette appellation peut vouloir dire. De l'expérience partagée avec les membres du réseau Habitat et Francophonie, mais également de ma participation
à cet après-midi, je souhaite vous présenter 4 réflexions très brièvement, rassurez-vous. La première, c'est qu'il ne peut y avoir de logement abordable sans ville durable et réciproquement. Poser l'un, c'est impliquer l'autre. Et impliquer l'un, c'est veut dire que l'on pose l'autre également en termes concrets. Dans des pays où près de 50% de l'habitat urbain relève d'un habitat informel, dont le traitement associe à la fois la problématique de la salubrité, mais foncièrement, c'est le cas de le dire, celle de la propriété et de la régulation foncière, la question de la requalification urbaine et de la réalisation de logements adaptés à une demande diversifiée se révèle fondamentale. Dès lors, et ça sera ma deuxième réflexion, la capacité à se projeter dans l'avenir, à définir et exprimer des valeurs communes, des valeurs et des moyens à long terme, comme la capacité à affirmer une volonté politique claire se révèle indispensable. Maître Damba Traoré a dit des choses très pertinentes, très justifiées et très fondées sur ce sujet. En Afrique comme ailleurs, les autorités politiques nationales et locales ne pourront s'affranchir durablement du rôle directeur de politiques publiques structurées, pérennes et fortes, clé de toute maîtrise d'un urbanisme décidé et non subi. Troisième réflexion, les pistes évoquées lors de cette conférence sur les questions d'architecture, de design du logement. Nous avons eu un exemple, je veux dire, illustratif et pertinent et parlant à travers ce qui était évoqué concernant Bamako, notamment sur ce sujet, l'utilisation des matériaux locaux, les problématiques du financement sont autant de sujets pertinents qu'il faut savoir véritablement bien porter et bien peser. Cela a été dit, et nous, au réseau Habitat Francophonie, nous faisons nôtre cette appréciation. Les pays d'Afrique, les villes africaines, les Africains ont leurs spécificités. Le terme a été employé ici même en début de réunion, leur propre code culturel. Et il faut savoir, bien évidemment, en tenir compte. Tous ces sujets sont au cœur de la réflexion de notre réseau. Et nous avons un credo à RHF sur ce sujet. Le partage de bonnes pratiques professionnelles ne saurait signifier leur reproduction à l'identique. Des choses fortes ont été dites, notamment, et pour moi, je les prends comme un sujet innovant, et je m'adresse au secrétaire général de notre réseau pour lui dire qu'il faudra peut-être les valoriser davantage lors de nos discussions et de nos conférences internes sur la réappropriation du savoir-faire traditionnel en matière de construction dans les pays africains. Je voudrais conclure sur une quatrième et dernière réflexion. Pour nous plaçons l'humain au cœur de notre activité. Et ce sujet a été beaucoup apporté, beaucoup évoqué ici même. Et pour nous, l'humain, au titre du réseau Habitat et Francophonie, notre apport sur ce sujet, c'est autour de la formation. Formation des femmes, formation des hommes, qui font aujourd'hui et feront demain le logement durable dans une ville durable. Et ceci nous paraît absolument essentiel. C'est pour cette raison que nous portons, avec le soutien des ministères français de l'Europe et des Affaires étrangères, de la transition écologique et solidaire et le ministère du Logement, un important projet de centre de formation dédié au métier du logement et de la ville, de la construction jusqu'à la gestion, ouvert aux acteurs africains du logement et de l'urbanisme. S'appuyant sur l'Académie Al-Omran, dont le nom a déjà été évoqué, qui est l'opérateur public marocain de requalification urbaine, mais également de construction et de promotion du logement abordable, ce projet de centre de formation suscite déjà l'intérêt de nombreux acteurs africains issus de 9 pays. Mesdames, Messieurs, un dernier mot pour vous réitérer tout le plaisir qui fut le mien à titre personnel, mais qui fut le nôtre au nom du réseau Habitat et Francophonie, de partager avec vous cette conférence qui honore ceux qui l'ont portée et animée. Je ne doute pas, à l'instar du président Bédier, que le futur livre blanc qui en résultera nourrisse
utilement les débats du prochain sommet Afrique-France, mais également l'action du Conseil général des Yvelines. Sachez que notre réseau et son président Jacques Augelot se tiennent à votre entière et pleine disposition afin d'envisager avec vous les voies et moyens de poursuivre les échanges éminemment importants, riches, denses et surtout porteurs d'innovation et porteurs de projets communs que nous venons d'avoir. Merci à vous et à bientôt. Merci beaucoup, M. Bray. Merci beaucoup. Eh bien, mesdames et messieurs, nous arrivons vers la fin des conclusions. Il nous reste une dernière, celle de la secrétaire générale du sommet Afrique-France, qui est en vidéo, que je vous... Bonjour, je suis Stéphanie Rivoal, ambassadrice et secrétaire générale du sommet Afrique-France 2020. Ce sommet a pour thème les villes et les territoires durables. Et je sais qu'aujourd'hui, vous avez travaillé sur un point très particulier et très important, le logement abordable. Sachez qu'à Bordeaux, les 4, 5 et 6 juin 2020, nous allons proposer les solutions et les débats autour de tous les sujets de la ville durable, parmi lesquels le logement abordable. Au sein de 7 quartiers thématiques, une grande cité des solutions avec des entreprises françaises, des entreprises africaines, des membres de la société civile française et africaine, des élus, des collectivités territoriales françaises et africaines seront tous présents pour présenter leurs projets et leurs solutions à toutes ces thématiques. Une des thématiques, les services essentiels, l'eau, l'électricité, les déchets. Une autre thématique, nourrir les villes, la nourriture et consommer durable. Celle de la mobilité, bouger en ville, venir en ville et en sortir. Le digital dans tout ça et cette transformation majeure que ça va imposer au continent africain, qui est très en avance sur les sujets du digital. Embellir et aménager la ville, financer les projets et bien sûr vivre dans la ville. Et dans vivre dans la ville, il y a le logement abordable. Comment 2 millions nets d'Égyptiens par an vont-ils se loger de manière abordable et décente? De plus, ce logement va-t-il être efficace du point de vue énergétique? Est-il bien raisonnable aujourd'hui de mettre de la climatisation dans les pays où il fait chaud? N'est-il pas plus pertinent d'avoir des logements qui gardent de la fraîcheur? C'est un des sujets, parmi tant d'autres, que nous allons discuter et débattre à Bordeaux en juin 2020. Je souhaite vraiment, de tout mon cœur, que ces travaux que vous avez menés aujourd'hui soient présentés lors de ce sommet à Bordeaux. Et je vous invite tous à prendre vos billets d'avion et votre chambre d'hôtel pour venir à Bordeaux les 4, 5 et 6 juin 2020 pour le sommet Afrique-France 2020 sur les villes et territoires durables. À bientôt.